Je vais céder la parole à Gabriel Medawar, qui est le directeur de la licence Humanité Sciences Politiques d'Angers. Merci Gabriel d'animer les échanges. Des univers totalement différents et sans doute une espèce de feu intérieur peut-être un petit peu commun. On va essayer d'aller à la découverte de tout ça. J'ai pour commencer une première question toute bête qui va consister tout simplement à vous demander concrètement de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de votre association, Amaury, Arcade, et de quoi on parle lorsqu'on parle en fait du réseau des deux cités Rodrigue pour vous. Mais l'idée c'est vraiment d'enclencher un processus de dialogue, voilà, avec une circulation de la parole. Je lance le débat, mais je vous invite à ne pas hésiter à réagir. On est dans la bonne intelligence de la découverte par le dialogue, et non pas tout à fait la conférence. C'est un mode original, mais sur lequel on a pris un pari. Voilà, donc la première question, vous l'avez. Je ne sais pas si l'un des deux veut prendre le micro en premier. Voilà, merci. Je me lance. Bonjour à tous, très heureux d'être là. Merci à DIRCOM pour cette invitation. Donc oui, en effet, je suis un ancien étudiant de l'ICES. Je ne sais pas si vous voyez cette grande école vendéenne. Très heureux d'être là aussi. Mais c'est bien de créer des ponts. Voilà. C'est le lien social qu'on fait ce matin ensemble. Donc voilà, Amaury Gomard, j'ai 27 ans, je suis directeur général de l'association Arcade. C'est une association qu'on a lancée il y a maintenant 6 ans. Voilà, on était 4 amis, on a l'idée avec un très bon copain, un bon copain de Vendée, qui n'est plus mon ami parce qu'il est devenu mon beau-frère. Ouais, il a épousé ma sœur. Mais il a épousé ma sœur après avoir lancé le projet et il est resté dans le projet, donc c'était pas qu'un plan pour viser la sœur. Voilà. Et donc, bref, ça n'a rien à voir avec Arcade, mais Arcade, donc le projet, c'est on mobilise des jeunes qui ont 18-30 ans, donc vous êtes totalement la cible, pour aller sur des chantiers de restauration du patrimoine bâti dans les campagnes. Donc patrimoine bâti, c'est châteaux, moulins, églises, chapelles, lavoirs, enfin tout ce que comportent nos paysages. Et l'idée, c'est de faire des chantiers de restauration pour aider à restaurer ces lieux qui sont souvent en souffrance matérielle. Donc on a des temps de chantier, des temps de travaux, maçonnerie, charpente, couverture, et des travaux un peu plus simples, des broussailllages, peinture, manutention, etc. Le tout encadré par un artisan. L'objectif, c'est de retrouver le goût du travail manuel pour des jeunes qui en sont souvent éloignés parce que dans des études ou dans des boulots, derrière un ordinateur toute la journée. Et une deuxième dimension chez Arcade, au-delà des temps de travaux, et je pense que ce sera surtout l'occasion d'en parler avec le sujet de ce matin, c'est de tisser du lien social autour de notre patrimoine. C'est de se dire que les jeunes qu'on envoie, c'est souvent des jeunes urbains qui débarquent un peu dans le village qu'on vient aider. Et ben on ne peut pas venir restaurer un château, restaurer une église, sans aller au contact de ceux qui sont les premiers héritiers, les premiers bénéficiaires de ce patrimoine, à savoir les habitants. Et donc on part à la rencontre des habitants. Donc au-delà des temps de travaux, on va visiter nos anciens en maison de retraite, on va faire un repas partagé avec les habitants, il va y avoir une soirée théâtrale le soir. Bref, c'est de recréer du lien autour du patrimoine. Le patrimoine est peut-être un des rares vecteurs aujourd'hui de notre société qui permet encore d'unifier les gens. Et donc Arcade, on a décidé de s'en saisir avec la jeunesse. Merci Amaury. Rodrigue. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. C'est la première fois, mais j'en avais entendu parler de votre école. Voilà, donc moi je suis Rodrigue Tendu, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Mais moi j'ai créé le réseau de 2 cités à la suite d'un constat. Moi je suis de Bondy Nord, 93, je suis un mec du 9-3 moi. Voilà. Mais ma vie a toujours eu des... Voilà, je ne savais pas que j'étais prédestiné à ça. J'ai été entraîné par le père d'Mbappé, moi. Je connais bien la famille d'Mbappé, que je vois souvent. Voilà. C'est ça, hein, le kiki de Bondy. Voilà. Et du coup, le réseau de cités, pourquoi je l'ai créé quand j'étais responsable dans une association, une antenne qui s'appelle Le Rocher, j'étais au Muro et j'avais beaucoup de jeunes qui étaient volontaires, qui étaient brillants. Donc ils venaient de Polytechnique, l'IRCOM, l'ESSEC, voilà. Et je me disais que c'était des gens qui étaient très brillants, qui avaient des cerveaux bien faits, qui étaient bien dans les process. Tu vois, ils ne rechignaient pas à la tâche, mais il leur manquait une chose, c'est la simplicité dans la relation, parce qu'ils intellectualisaient tout. Et à l'inverse, j'avais des jeunes des quartiers qui étaient très simples et très fluides dans la relation, mais il leur manquait la rigueur dans les process, dans les travaux bien faits. Et au contact des deux,
ça faisait une richesse quand ils se rencontraient vraiment. Et je me suis dit, au lieu de le faire à l'échelle éducative, il faut le faire à l'échelle un peu puisque dans les quartiers, il y a des gens qui gèrent ces quartiers. Il y a aussi à le faire à l'échelle un peu des ex-caïds qui veulent changer de vie et des grands patrons. Et un jour, je pars au pèlerinage de père de famille. Donc on avait un jumelage entre les Mureaux et le Chesnay. Chesnay, c'est Versailles. Ça faisait la rencontre chic et choc. Et je rencontre un patron, un financier. Ouais, le Chesnay, c'était des gens très, très corporate. Et il y avait un mec qui sortait complètement du lot, et c'était un patron, et du coup, on a sympathisé. Et c'est avec lui qu'on a créé ce réseau de cités. Aujourd'hui, j'ai des grands patrons. J'ai le président de Crédit Immobilier de France, un énarque. J'ai un patron de KPMG, j'ai un patron de Point P, d'Air Liquide, voilà. Et j'ai un peu des caïds de Marseille, voilà, de la région parisienne, de la région lyonnaise. Voilà. Ce serait intéressant de savoir un petit peu ce qui se vit entre eux, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qui se passe. C'est des groupes de rencontres. D'abord, dans notre société, souvent on se rencontre par intérêt. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Or que là, il n'y a rien. C'est des rencontres gratuites d'abord. Voilà. La question, c'est qui es-tu? Parce que voilà, au départ, quand ils viennent avec la résistance. Parce que tu vois, aller rencontrer quelqu'un sans intérêt, j'ai rien à gagner, on a l'impression qu'on perd notre temps. Or que la question de cette rencontre, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a en commun, ouais, et après, qu'est-ce qu'on peut faire en commun. Voilà. Et ce qui se vit, c'est d'abord de partage. Hein. Et à la suite de ça, ils ont un point commun, le tout, c'est que c'est des leaders. Voilà, c'est ça leur point commun. Et après, en tant que leadership, qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi. Voilà, c'est la question de la vocation d'abord. Je te rencontre, qui est différent de moi. Donc, du coup, je suis désarmé, je me mets à nu. Voilà, je t'accueille aussi avec ce que tu es. Tu m'ouvres aussi à d'autres perspectives, parce que je n'ai pas l'habitude, parce qu'on vit souvent en l'entre-soi. Et après, à travers ça, qu'est-ce qu'on a de commun? Donc, on est des leaders, en fait. Parce que ces mecs-là, ils ne pourront jamais aller travailler pour des SMIC. Ouais. Donc, il faut qu'ils créent des boîtes pour pouvoir, par la suite, embaucher des jeunes de quartier. Et comme c'est des jeunes, comme c'est des personnes qui sont déjà des personnes craintes ou des personnes un peu idolâtrées, et bien qu'ils ont changé de vie, ils ont déjà cette autorité. Donc, ils pourront mieux insérer des jeunes des quartiers. Voilà. Ok, merci Rodrigue. À la question du quoi, vous avez déjà envoyé sur le comment, mais comme quoi le sens est toujours lié à l'infinité. Alors je demande à Amaury en fait le pourquoi de cette intuition. Qu'est-ce qui a germé dans votre esprit? Voilà. Il y a pas mal de choses. Donc on a eu l'idée, on avait 21-22 ans environ avec Augustin. Moi je sortais de ma double licence à l'ICES et je pense qu'il y a une phrase qui me marquait pas mal à l'époque. C'est une phrase qui est inscrite dans la Bible, c'est à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et j'ai réalisé que j'avais quand même beaucoup reçu. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, dès ma plus tendre enfance, très favorisée. Pas forcément des parents milliardaires, mais juste le côté vraiment tout mon environnement social, culturel, intellectuel, familial, personnel, amical était quand même assez favorisé. Et du coup, ce sentiment d'être un peu redevable aux autres, à la société, et envie de me donner, ça me paraissait évident qu'il fallait se donner dans un projet qui ait du sens pour l'intérêt général, pour l'ensemble de la société, pour les autres. Et à l'ICES, j'étais un peu cet étudiant, mais sûrement ici, un peu grande gueule, qui refait facilement le monde d'une bière à la main, qui a plein de plans pour que tout aille mieux dans la société, dans le pays, dans le monde, mais qui le lendemain matin ne se lève pas, sèche les cours, et voilà, parle beaucoup, mais agit très peu. Et ça, on me le reprochait un peu, et il y a eu un moment, voilà, cette envie de passer à l'action, passer sur le terrain, et de sortir un peu de ce schéma assez simple, de se plaindre de ce qui ne va pas, de passer en permanent et de se complaire ensemble dans la plainte de ce qui ne va plus, ce qui ne va pas, et finalement de rien faire derrière. Et je trouve ça en fait de plus en plus frustrant de se plaindre si on ne cherche pas à changer les choses. Sinon on se tait tous et on regarde le monde couler en silence si vous le voulez, mais voilà, on arrête de se plaindre. Donc il y avait cette envie de passer sur le terrain, de donner un peu ce que j'avais reçu, et il y avait aussi cette envie de monter un projet où on peut se donner entre amis.
je trouvais ça un peu dommage que les amitiés soient juste exclusives et on se serve un peu de nos amitiés entre nous, que ça soit vraiment tourné vers nous et que ça ne soit pas des amitiés qui tournaient vers l'extérieur. Et on avait avec Augustin cette envie de monter un projet pour nos copains au début, voilà, c'était juste pour des vacances de copains, de dire avec nos amis, on va aller se donner ensemble pour renforcer nos amitiés. C'est rajouté à ça notre amour du patrimoine. Augustin était en école d'architecture pour devenir architecte dans le patrimoine, ce qui est devenu maintenant. Et donc cette envie, je pense qu'on était biberonnés comme beaucoup aux émissions de Stéphane Verne, enfin bref, l'amour du patrimoine, les églises de villages qui vont pas bien, les châteaux qui tombent en ruine. Donc une envie d'agir assez concrètement. Et donc voilà, fin 2018, on a un peu un projet qui commence à se construire dans notre tête, des groupes de jeunes copains, du patrimoine, aller sur le terrain. Et à ce moment-là, je suis en année de césure après l'ICES. Je pars au Rocher également. Je pars à l'antenne de Grenoble en service civique. Et une des dimensions très importantes au Rocher, c'est les temps gratuits avec les habitants. Ça va prendre un café dans les appartements, faire des cafés de rue, aller jouer avec les enfants, discuter avec les habitants un coin de rue, etc. Au début, je trouvais ça hyper frustrant. On a l'impression de servir à rien, que c'est pas du tout efficace, que ça apporte rien. Donc on perd un peu de notre temps. Et je trouvais un peu compliqué à gérer ça. Et petit à petit, on réalise que c'est là où se portent les plus grands fruits. Déjà, on récolte les fruits de ceux qui ont pris ces temps de discussion les années avant nous au Rocher avec ces personnes-là. Et que pour la plupart des gens, de prendre ce temps gratuit de discussion, et en fait, c'est un cadeau immense qu'on peut leur faire dans leur journée, dans leur morale, et voire dans leur quotidien. Et que ce temps gratuit qui n'a aucune efficacité, aucune utilité à court terme, est en fait le plus utile et le plus efficace. Et donc assez rapidement, on s'est dit, dans notre projet qu'on est en train de monter avec Augustin, on ne peut pas enlever cette dimension, enfin on doit absolument justement ajouter cette dimension de lien avec les habitants des villages dans lesquels on interviendra, si on veut vraiment que ça ait du sens. Et donc voilà, comment c'est un peu les différentes intuitions. Et enfin une dernière intuition qui est un peu liée au patrimoine, c'était cette envie de ne pas être une génération de gardiens de ruines. Moi j'avais un peu l'impression que petit à petit, notre pays prenait la poussière, que ça devenait un peu un immense musée, et que l'histoire s'était arrêtée, qu'on regardait ce qu'avaient construit, ce qu'avaient fait de beau nos anciens, les générations précédentes. Mais voilà, on conservait pour conserver, mais sauf que nos anciens, les générations passées, n'ont pas créé ces magnifiques monuments juste pour contempler avec parce que c'est de la beauté pour les yeux. Ça avait à la fois une fonction très belle, mais aussi une fonction très utile et surtout très sociale. Un château avait une fonction politique, économique, une église c'est une fonction religieuse, mais aussi sociale derrière, un lavoir éminemment social, les halles pour le marché, pareil, etc. Tout ça, c'était des lieux de vie. Et donc on a eu cette envie de se dire, nous, on sera une génération qui va permettre au patrimoine de rester un patrimoine vivant, et non pas une génération de gardiens de ruines. On avance, merci. On a donc gratouillé la question du quoi. Pourquoi. Aurélie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose peut-être sur le pourquoi? Moi, il s'est passé quelque chose. Donc, moi, je n'étais pas prédestiné à parler avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler un tout petit peu de mon histoire. Donc, nous, on avait une bande à Bondy-Nord. Du coup, on était à l'école à Noisy-le-Sec. Vous voyez un peu ce que vous voyez à la télé, les notions de territoire. Et Bondy, on était en guerre avec le mec de Noisy-le-Sec. Et à un moment donné, dans ce lycée, on s'est battu dans ce lycée. Et tous les jeunes qui étaient scolarisés là, ils ne pouvaient plus aller à Bondy. Donc ça, j'avais 16 ans. Et du coup, nos parents, on sortait pour aller à l'école. On faisait semblant d'aller à l'école. Et on restait à Bondy. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on est rentré un peu dans des conneries. Vous voyez, vous avez une vingtaine de jeunes de 16, 17 ans sur un territoire qui voilà, de 8h à 17h30. Vous voyez à peu près. Donc, et c'est là. Et Bondy, c'est pas un territoire où on fait des émeutes, tout ça. Nous, on aime bien. Bondy, c'est un peu le grand banditisme, des choses comme ça. En tout cas, dans la délinquance. Et on a un grand de chez nous qui était bien avancé dans tout ce qui était le trafic de drogue. Donc, il nous a mis dedans. Une fois qu'on s'est affirmé, voilà, on a commencé à. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré un peu dans ce trafic-là. Et du coup, on goûte aussi à l'argent. On goûte à l'argent, pas facile, mais c'est de l'argent rapide, parce que c'est pas facile. Et du coup, vous voyez, à 17 ans, gagner des 2000 € par jour, des choses comme ça, vous voyez. Donc ça donne plus envie Donc voilà. Et là, un jour... il y a 3 bonnes sœurs qui rentrent dans le coin où on deal. On se dit c'est des flics, on les fouille. On se rend compte que c'est des bonnes sœurs.
Et moi, j'étais catholique un peu, parce que je suis d'origine congolaise, mes parents, j'ai beaucoup vécu avec ma grand-mère, qui est catholique. Donc je dis aux sœurs, moi je suis catholique, priez pour moi, mais cassez-vous. Et ces sœurs-là, dans le quartier, ils commençaient à... Ils me voyaient, ils me parlaient et tout, et un jour, ils ont profité d'une faiblesse, et ils m'ont emmené à Paray-le-Monial. Et c'est à Paray-le-Monial que je me suis converti devant le Saint-Sacrement. Et je commence à demander pardon, à pleurer, et à demander pardon. Je ne savais pas pourquoi. Et comme j'étais addict au cannabis, j'ai cru que c'était le cannabis que j'avais fumé. Voilà. Et c'est à travers ça que j'ai trouvé ma vocation. Ma vocation, et c'est pour ça que c'est important et c'est une richesse, c'est va. C'est un truc que tu n'entends pas, mais c'est une voix intérieure. Va et relève les genoux affaiblis. Je me suis dit, c'est la psychiatrie. Ça me joue des tours, or que c'est vraiment vrai. Et c'est là que je suis devenu éducateur. Et je me suis dit, pour aller relever les genoux affaiblis, il faut d'abord se guérir soi-même. Parce qu'on a tous des blessures, parce que voilà, c'est bien beau d'aller, mais il faut d'abord prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et le Seigneur m'a accompagné comme ça. Ça, c'est ma foi à moi. Ouais, c'est mon histoire à moi. Et petit à petit, j'ai guéri aussi mes petites blessures. Je me suis libéré de mes addictions, tout ça. Mais ça prend du temps. L'homme est pressé. L'homme veut voir le résultat, mais ça prend du temps. Parce que dans notre Père, pour certains, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et c'est à travers ça. Et au début, voyez le profil un peu de Paray-le-Monial, ils ont de la chance, ils font des belles écoles. Et quand je suis sorti des quartiers, j'ai vu aussi qu'il y a d'autres pauvretés aussi dans certains milieux. Voilà. Et aujourd'hui, j'accompagne aussi des gens, des jeunes dont les parents sont très très riches, mais ils prennent de la drogue dure. Voilà. Et nous, quand on vendait de la drogue, nos clients, c'était des gens comme vous. Oui. Donc c'était un peu ça. Voilà. Et le pourquoi, c'est ça en fait. C'est ma vocation. Je sais que quand je serai pour relever les genoux affaiblis, eh ben c'est ça ma vocation. Je ne peux pas faire autre chose. Vous voyez ? Par exemple, hier, j'étais à la prison de la santé. Ça m'a interpellé. Je fais une séance avec des détenus de la prison de la santé. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Donc j'ose la rencontre et je fais des espérances. Merci. Ma prochaine question, c'est à quelles conditions ça fonctionne ? Faire discuter des chefs d'entreprise avec des dealers, des bénévoles, jeunes bénévoles avec des gens établis dans un territoire qui peut être pleinement rien, avec peut-être des écarts générationnels. C'est quoi les conditions du succès ? Oui, c'est quoi les conditions du succès ? À quoi vous veillez l'un et l'autre pour que ça prenne ? Nous, on essaie de... Enfin, moi, ce que j'ai souvent aux volontaires qui viennent sur le chantier, donc c'est souvent, comme je le dis, souvent des volontaires qui viennent plutôt de villes, grandes villes, qui sont assez insérés dans le système général. On est ouvert, enfin, j'ai des petites précisions, là, on est ouvert aux 18-30 ans, c'est le seul critère. Pas besoin d'avoir des compétences manuelles, arcade, signalisation, confessionnelle, enfin, il y a le seul critère, c'est d'être entre 18 et 30 ans. Mais souvent, ouais, c'est des étudiants ou des jeunes pros qui sont assez bien insérés dans le système en général. Et c'est de leur dire, quand vous arrivez sur un lieu, vous ne rentrez pas par le grand porche d'entrée comme les sauveurs du patrimoine, vous rentrez par la petite porte de service. Il faut vraiment arriver avec une posture d'humilité, parce que voilà, quand on arrive dans un village, il y a des traditions locales, il y a un état d'esprit local, et de pas, voilà, on vient généralement, c'est une session d'une semaine, on ne s'installe pas pendant 10 ans, et même 10 ans, quand on ne s'installe pas dans certains villages, on est encore à l'étranger. Donc c'est arriver dans une certaine posture d'humilité, et d'écouter, d'apprendre, ce qu'on peut avoir du mal à faire souvent en tant que jeune, ou très vite, c'est d'être dans une posture d'écoute avec nos anciens, avec l'artisan qui va apprendre, avec les gestionnaires de lieux qui nous reçoivent sur place. Donc voilà, arriver non pas comme un sauveur du patrimoine, mais en posture d'humilité. Et c'est pour ça qu'on fait... Il y a aussi quelque chose de très important dans ce qu'on veut vivre, c'est ce lien entre générations. On se dit qu'il y a vraiment ce besoin de retrouver l'intergénérationnel dans notre société, notamment avec les plus anciens d'entre nous. C'est pour ça qu'on va souvent visiter l'EHPAD du coin, la maison de retraite du coin, pour avoir ce temps, souvent, voilà, c'est un temps très gratuit. On est toujours dans l'écoute un peu des personnes âgées, mais qui fait un bien fou et qui donne vraiment de l'espoir, souvent aux anciens qu'on va rencontrer. Je viens d'une dame qui disait, voilà, des jeunes d'arcade, mais en fait, quand je vous vois, je me dis que tout n'est pas perdu. Donc si on peut redonner ne serait-ce qu'un peu d'espoir, d'espérance à certains de ces anciens de nos campagnes, on est très heureux de le faire. Et ça me fait penser, il y a une phrase d'Hugo qui est assez sympa, qui dit que
dans l'œil de la jeunesse, on voit la flamme, et ça, faut qu'on ait cette flamme-là là, quand on est jeune, mais dans l'œil de l'ancien, on voit la lumière. Et voilà, c'est qu'il y a cette maturité, cette sagesse qui s'affirme. Du coup, il faut garder ce lien et on essaie de faire ça sur le chantier. Merci, Maurice. Moi, il y a toujours une question qui m'habite, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai repris les études, avant de devenir éducateur et par la suite, il y a toujours cette question qui se posait, c'est nous sommes tous, chacun d'entre nous, témoins de cette humanité qui nous entoure. Et la question qui va se poser à chacun d'entre nous, de quelle humanité voulons-nous être des témoins? Et la réponse qu'on va y donner nous engage, parce qu'on est tous responsables de cette humanité. Et c'est dans cet état d'esprit-là que j'invite ces caïds et ces chefs de quartier, ces chefs d'entreprise, à être dans cet état d'esprit-là. La question de la juste posture, être aligné. Parce que la rencontre de l'autre, qui est complètement différent de toi, va te permettre de t'aligner, de te réajuster. Voilà, c'est un peu ça. Et la question de la gratuité. Parce qu'on est dans un monde où il faut faire. Je veux faire. Non, parfois, il faut être. Et à travers l'autre, qui est différent de toi, il t'invite aussi. Parce que c'est simple d'être l'entre-soi, en fin de compte. Tu ne prends pas de risque. On se connaît, on a les mêmes codes. Voilà. Mais prendre le risque de la rencontre de l'autre qui est différent, voilà, il va venir avec ce qu'il est. Et ça te permet aussi de développer ton sens de l'accueil. Oui, accueillir l'autre qui est différent. Voilà, c'est un peu ça. Et ça permet, par exemple, les chefs d'entreprise vont venir un peu avec un air un peu condescendant, tout ça, et ça, non. J'avais un patron, un avocat d'affaires, un grand avocat d'affaires, et lui, je ne l'ai pas pris, pourquoi? Parce que lors de l'entretien, parce que je les vois quand même pour juger l'esprit, parce qu'on ne peut pas, il y a quand même un filtre. Il m'accueille chez lui dans le Marais, et il a une piscine, vous voyez. Il a une piscine, il commence à me dire Rodrigue, et ça, je ne l'ai pas pris. Juste par ce fait-là, parce que on est avec des gens qui veulent se dépouiller, qui veulent changer de vie, on ne va pas le remettre, parce que nous, beaucoup, en tout cas, je ne sais pas dans notre milieu, mais nous, dans le quartier, quand on faisait tout ça, après coup, c'est que à un moment donné, on n'avait pas tellement confiance en nous que j'existais, pas parce que je suis, j'existais parce que j'ai. Oui. Et là, j'invite tout ça à devenir, à exister par ce que tu es. Donc, avoir des gens qui commencent à te montrer des piscines dans le Marais, des choses comme ça, je me dis, c'est pas le bon monde. Moi, je préfère plutôt un patron simple, un patron qui a envie aussi de grandir en humanité. Oui, c'est un peu ça l'esprit. Super, merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'on tienne dans la durée? Parce que les deux projets ont déjà quelques années d'existence. J'imagine qu'il y a toujours cette belle énergie en vous, mais qu'est-ce qui fait qu'on reste fidèle? Qu'on a toujours envie et que le feu sacré est encore là. C'est quoi les obstacles? Mais moi, c'est ma foi. Moi, plus j'ai des difficultés, mieux c'est. Donc c'est ma foi qui me permet d'avoir cette flamme, parce que c'est important. Le Seigneur m'a montré, moi c'est mon histoire à moi avec le Seigneur. Il m'a montré, par exemple, moi, petit jeune de banlieue, de Bondy, voilà. J'ai vu un peu beaucoup de grands de ce monde, ouais. Donc j'ai été à l'Élysée, invité plein de fois pour travailler dans les plans de banlieue. J'ai vu pas mal de... Voilà, j'ai vu les Bernard Arnault, les Bolloré, tout ça. Oui, ouais, François Hollande. Et je me dis... qu'il est Mbappé, voilà. Donc je me dis... Et ça me conforte que j'ai qu'une star, moi. C'est mon Dieu, c'est ce Jésus-Christ. Et c'est ça, en fait. Le reste, ça va passer. Vous voyez? Et c'est cette flamme-là. Et le Seigneur, en fait, il me donne ce recul en disant que les autres, c'est des êtres humains. Ils ne vont pas te sauver, en fait. Parce que moi, si je fais tout ça, c'est par rapport au salut. Et comme mon salut à moi est individuel, voilà. Après, j'ai aussi beaucoup d'amis musulmans. Vous voyez? Et dans le quartier, on est tous croyants. C'est qu'on sort qu'on voit des athées. Mais on est tous croyants. Le musulman, il est croyant.
les chrétiens sont chrétiens. Et mon moteur, c'est vraiment ça, c'est d'inviter l'autre à aussi, voilà, déjà aller croire en l'homme, croire en son humanité, croire en lui-même, et qu'est-ce que tu vas faire? Parce que moi, je crois beaucoup que le plus important, c'est de réussir de la vie avant de réussir dans la vie. Vous voyez? Voilà. C'est un peu ça, moi, ma clé. Voilà. C'est, je pense, la joie de voir que sur le terrain, ça fonctionne. Et ce qui en ressort, ça s'associe peut-être... je ne vais pas donner des conseils, on est pas beaucoup d'écart d'âge, mais s'il y a une chose que je retiens avec Arcade, c'est d'aller très vite sur le terrain. En fait, c'est... ici, vous allez vous former, il faut bien se former, on a besoin de gens bien formés. Vraiment, dans notre société, on en a besoin. Surtout que toutes les places sont à prendre aujourd'hui, tellement le niveau baisse partout. Mais ensuite, il faut aller assez vite sur le terrain, il ne faut pas être juste dans les idées, il ne faut pas être des idéologues, absolument pas. Et le terrain ne ment pas. Et avec Arcade, ce qui est assez chouette, c'est qu'au quotidien, on voit le terrain. Cette année, en 2025, on avait 21 chantiers dans 18 départements différents. Donc on voit le résultat direct. On a eu quasiment 2000 jeunes en 6 ans. Et donc on voit déjà les monuments restaurés petit à petit. On voit le retour des artisans qui forment nos jeunes, qui en sont très contents, les habitants, les volontaires eux-mêmes. Et j'ai souvent, en tant que responsable de l'asso, de la remise en question sur le projet. Est-ce que ça a du sens? Vers quoi on va? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et ces retours-là sont vraiment la plus grande joie. Et une autre chose qui fait tenir, je pense, sur la durée, c'est de se dire que ce projet-là, c'est aussi pour permettre à une classe d'âge, à la génération de 18-30 ans, d'avoir un vrai lieu de cohésion concret, d'action concrète, d'action commune. On est une génération, je pense, qui a grandi beaucoup avec un leitmotiv qui est le vivre ensemble. Avec Arcade, on veut passer un peu un cap, passer plutôt sur l'agir ensemble. J'ai l'impression qu'on est dans une société où on est vite mis dans une case, dans une communauté en fonction de ce qu'on pense, politiquement, socialement, etc., religieusement, et qu'il y a de moins en moins de lieux possibles de vie simple avec les gens qui vivent autour de nous. J'ai l'impression que de plus en plus, voilà, si on pense pareil, on ne peut même pas prendre un repas ensemble, boire une bière ensemble, jouer une partie de foot ensemble. Et Arcade, c'est de redonner un endroit où n'importe quel jeune peut venir et de remonter un mur ensemble, reposer une charpente ensemble. En fait, il y aurait peut-être eu un débat très virulent via les réseaux ou dans un bar ou sur un plateau télé, mais le fait d'avoir bossé ensemble dès le matin, dès le déjeuner, dès le soir, les débats seront plus apaisés. Et donc, ce qui fait tenir, c'est de se dire que notre génération, notre société, on a besoin de retrouver ces lieux d'unité, de simplicité, et Arcade veut en offrir. Merci. J'aimerais bien que le public pose des questions, mais j'en ai encore 2 petites ou 3. Alors, je me dépêche, je vais faire vite. Vous avez en face de vous essentiellement des jeunes de 20 ans, peut-être des plus âgés avec le Caterwix, mais j'aimerais bien en fait que vous adressiez un petit message spécifique à ces jeunes de 20 ans. Que dire à un jeune de 20 ans fort de votre expérience? Et puis après, j'anticipe un peu, mais comme ça vous ferez dans l'ordre que vous voudrez. J'aimerais bien que vous nous partagiez une petite anecdote qui vous a un peu symptomatique de ce que vous vivez. Et puis, pourquoi pas votre citation préférée. Voilà. Et moi, je pense que je passerai le micro à vous. Mais commencez déjà par le dire à un jeune de 20 ans. Eh bien, je commencerai justement peut-être par une de mes citations préférées. C'est une citation de Paul Claudel qui dit « Ne croyez pas ceux qui vous disent que la jeunesse est faite pour s'amuser. La jeunesse n'est point faite pour le plaisir, elle est faite pour l'héroïsme. » Voilà. J'aime beaucoup la fête. Il faut continuer à faire la fête, surtout à notre âge. Mais je trouve cette phrase, elle dit beaucoup de « Ne nous laissons pas résumer en tant que jeunes à juste des fêtards, à juste des clopeurs, à juste des buveurs. On vaut bien plus que ça. Et on doit vraiment, on a tous cette flamme-là, il suffit parfois de gratter un peu, mais cette envie de changer le monde. On est à la génération, c'est l'âge de la générosité, de la grande joie. Et ça, vraiment, vous invitez à avoir cette flamme-là qui vous ronge les tripes carrément. Et de ne pas perdre cet idéal-là, pas perdre vos rêves. Continuez à rêver grand. Vous êtes peut-être qu'au début de vos études, peut-être que la vie a été encore assez cool avec vous, mais on se prend tous des claques dans la vie. Mais un grand danger, il y a plusieurs dangers que je vois, c'est plus on va grandir un peu dans ces âges de la jeunesse et devenir des adultes un peu croulants, c'est le cynisme. C'est à force de se prendre des claques, de se dire en fait la vie c'est trop dur, je deviens cynique sur tout, dans ma vie perso, dans ma vie pro, dans ma vie d'engagement. Et c'est le à quoi bon. À quoi bon continuer, en fait ça part vers là alors que moi je pensais que ça allait vers là. À quoi bon m'engager alors que j'ai l'impression que mon engagement ne porte pas de fruits, j'ai l'impression d'être une goutte d'eau dans un océan. À quoi bon, à quoi bon, à quoi bon. Et le cynisme et le à quoi bon, ça va être 2 pires ennemis pour vous dans votre vie d'étudiant,
dans votre vie de jeune adulte, et d'avoir vraiment un peu cette flamme au cœur de se dire je dois trouver toujours chaque année un moyen de m'engager pour les autres. Si je ne vais pas au contact des autres, si je ne me donne pas pour l'intérêt général, en fait, je ne peux pas me plaindre de ce qui ne va pas, je peux pas, c'est pas que je ne peux pas donner mon avis, mais voilà, prendre conscience qu'on fait partie tous du même corps, et que si chacun de nous tient son rôle, tient la barre de sa propre vie un peu, et ben on va pouvoir faire de grandes choses ensemble. Et c'est de garder un peu la joie, l'espérance, l'optimisme. Ne soyons pas des jeunes pessimistes, c'est vraiment frustrant et c'est un peu chiant. Merci. Moi, si j'avais quelque chose à vous dire, à des jeunes de 20 ans, je dirais deux choses. Là, vous êtes dans un cursus scolaire, vous apprenez des compétences. Après, il y a la question de vous êtes fait pourquoi, vous êtes fait pourquoi. Et il faut garder cet axe-là. Moi, en tant que chacun d'entre vous, vous l'appropriez, je suis fait pourquoi. Et la compétence que vous allez apprendre ici va être au service de cela. Parce que vous avez une place à prendre dans cette société. Peu importe laquelle, mais vous allez la prendre, votre place. Et vous avez ce devoir-là de la prendre, cette place. Mais vous la prendrez d'autant mieux si vous arrivez... C'est une question un peu philosophique qui demande que, à un moment donné, de temps où on se retrouve avec soi-même. Prenez ce temps-là. Parce qu'on vit dans un monde qui fait beaucoup de bruit. On n'a pas le temps de prendre ce temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend 1 minute, 30 secondes. On se pose, on se tait. Voilà, on est présent en soi. Et petit à petit, vous allez découvrir. Si vous mettez ce rituel-là, vous allez découvrir, en fait, vous êtes fait pourquoi. Et vous verrez que vous êtes fait pour faire le bien. Et comment on le fait? Après, c'est à vous de faire vos choix. Vous voyez? Mais méfiez-vous des choses qui vont vous emprisonner. Ouais. La fête, c'est bon. Mais je vois beaucoup de jeunes comme vous qui deviennent aussi alcooliques. Ouais. Club, c'est bon, mais qui emprisonnent. Ouais. Faites votre fête, faites vos expérimentations. Mais ne soyez pas emprisonnés de ça. Donc, moi, c'est le conseil que je vous donnerai. Et après, vous allez apprendre, vous allez faire des grandes choses en étant compétents. Et cette école, elle va vous apprendre des méthodes, des concepts, tout ça. Mais elle doit être au service de votre vocation. Et cherchez toujours cela. Voilà, moi, c'est ce message. Et j'ai une citation, moi, de Jean-Paul II, du coup, qui disait, quand il est venu à Paris, au JMJ, vous, les jeunes, si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Voilà. Merci. Merci. Une anecdote et puis je passe le micro au public. Je peux en donner deux? Ouais, toi. Non, mais juste pour donner un peu l'état d'esprit, un peu de ce qu'on vit sur nos chantiers, comme ça vous savez. Moi, il y a un chantier que j'affectionne tout particulièrement, j'aime beaucoup tous les chantiers qu'on a, mais parce qu'il est un peu typique, c'est un peu l'épinage d'Épinal d'Arcade, ce qu'on voulait vivre quand on a lancé Arcade. C'est le chantier dans le village de Saint-Alban et dans le département d'Aulnat, dans les monts du Bugey à 1 heure de Lyon. Un petit coin vallonné magnifique avec des petites vignes, qui produit un petit vin local assez fruité et pétillant, le Cerdon. Très frais après les chantiers, ça passe très bien. Et ce village-là, c'est un petit village, 180 habitants, une rue principale. Et à 1 kilomètre du village, il y a l'ancienne église de ce village de Saint-Alban qui est tombée en ruine au XIXe siècle, puisque les habitants ont construit une autre église dans le village. Et depuis plus de 10 ans, les habitants sont constitués en association des Amis de Saint-Alban pour restaurer cette église. Et je fais une petite digression par le fait des associations locales. Ce qui est assez impressionnant quand on regarde le patrimoine, c'est le nombre d'associations locales de défense des petits châteaux, des églises, etc. dans toute la France. Et que ces associations-là sont composées de gens différents totalement, avec toutes les classes sociales, tous les styles de vie. Et ce qui me fait dire que le patrimoine est vraiment un lieu à explorer pour réunir les gens et garder ces lieux d'unité dont notre société a besoin si on veut continuer à faire société ensemble. Et dans ce village-là, donc, ils restaurent l'église depuis 10-15 ans et on les aide depuis 4 ans. Et il y a cette association et aussi un peu le comité des fêtes. Chaque saison, ils organisent une fête typique avec les légumes de la saison, pardon. Il y a toute la région qui vient dans le village. Et nos volontaires, quand ils vont sur ce chantier, ils dorment dans la mairie, ils prennent leur douche chez les habitants, ils travaillent avec les habitants. Le soir, c'est fête dans le village. Voilà, c'est l'ambiance simple d'un chantier et d'un petit village de nos campagnes, avec des techniques qu'ils apprennent. Voilà, on remonte une église, donc il y a
pas mal de techniques, notamment de taille de pierre. On en est à remonter les murs de la nef et du chœur actuellement. Donc voilà, c'est le chantier de Saint-Alban. Et sur la dimension un peu lien social qu'on veut vivre, l'exemple qu'on a eu, c'est assez fort. C'était cette année une école à Angers qui s'appelle l'IFF Europe, je ne sais pas si vous voyez. Et il y a 5 jeunes de cette... ils ont un projet de 3 semaines en association, et 5 jeunes sont venus 3 semaines sur un chantier arcade en Normandie, à Théroulle-de-Ville, près de Fécamp. C'était un chantier assez simple, c'était restaurer les murs du cimetière. Le cimetière entoure l'église et vraiment au cœur du village, donc vue sur tous les habitants. Et la maire avait vraiment compris la dimension de lien social chez Arcade et voulait l'explorer à fond avec nous. Donc il y a eu un projet pendant 3 semaines avec ces 5 étudiants, d'aller à la rencontre des anciens du village et de les faire parler sur leur vie et sur le village, et de faire une exposition à la fin avec un repas avec tous les habitants. Et ça a été assez fort parce que là c'est très body comme ça fait très bien, mais c'est aussi voir la réalité de ce que sont nos campagnes. On parle beaucoup de la solitude dans les villes ou du manque de lien social dans les villes, mais en fait c'est aussi l'image bucolique qu'on peut avoir de nos villages champêtres, ça n'existe plus forcément. Et de voir voilà, les guerres intestines qu'il y a dans le village. Ah non, je viens pas au dîner s'il y a un tel. Non, voilà, je suis là, c'est mon voisin, je lui parle pas depuis 30 ans. Donc un peu dur pour nos 5 étudiants en plein de bonne volonté, mais assez intéressant. Et ce lien social, il se vit aussi ce lien social, oui, ces ponts, il se vit aussi entre nous. Parce que dans ces jeunes-là, il y avait vraiment, c'était des profils très variés. Je pense notamment à une fille. Je pense que si on était sur un terrain politique, on pensait tout l'inverse et on aurait pu voilà, juste s'en mettre plein la gueule ou se partir pas du tout bon ami. Et le fait qu'elle ait vécu ces 3 semaines-là, qu'on ait compris l'importance de retrouver des lieux d'action commune dans notre société et entre jeunes, et ben on avait, voilà, le dialogue pouvait se faire et une sorte une amitié peut-être un peu typique, mais peut se créer à ce moment-là. Voilà. Et voilà. Merci. Ouais, une anecdote. On a dans les groupes, on a un caïd. Il était à l'origine, c'est un mec de Montfermeil, il était à l'origine des émeutes de 2005. Donc il s'est converti, il est devenu chrétien. Donc il fallait qu'il se fasse baptiser, mais tu voyais dans l'église, il faut attendre 2 ans. Donc il y a un des patrons, donc il ne pouvait pas attendre, lui, ils sont toujours pressés. Et un des patrons, il va à l'église à Versailles, à Notre-Dame des Armées, traditionnelle, en latin et tout. Et il s'est fait baptiser là, le mec, au bout d'1 an. Donc il y avait ses potes musulmans qui étaient là aussi, en latin, en même temps qu'un mec du GIGN. Ça, c'est des signes. Voilà, ça, c'est des signes. C'est des anecdotes comme ça. Ils sont géniales. On peut les applaudir. Voilà, on inverse les micros. C'est à vous donc de poser les questions. Je vous invite, si vous avez une question, à vous mettre debout et dire dans quelle formation vous êtes. Comme ça permet de donner un petit indice à vos interlocuteurs. Voilà, c'est toujours la première question qui coûte un peu. Si vous sentez que voilà, ça va dans la poitrine et que vous avez envie de y aller. Ouais. Bonjour, moi je m'appelle Gabriel, je suis en L1 en sciences politiques, en humanité sciences politiques, et j'ai une question pour Rodrigue. Je me demandais comment concrètement est-ce que vous avez réussi à bâtir du coup l'association et à trouver vos premiers jeunes et premiers chefs d'entreprise. C'est pas des jeunes. Je prends des gens. En gros, c'est par rapport à ce pèlerinage de père de famille, là, entre les Miro et les Chénets. J'ai rencontré un monsieur qui sortait un peu du lot. On a sympathisé, c'est devenu un ami. Et comme lui, je lui ai demandé en gros, ça se passe comme ça. Je lui ai demandé de ramener 2 amis à lui. Moi, j'ai ramené 2 amis à moi. Et c'est comme ça. Et dès que le lien se crée, parce que c'est pas des liens d'amitié, c'est des liens de fraternité, en fait. Et dès que ce lien-là se crée, on demande aux gens d'inviter aussi d'autres potes à eux. C'est comme ça que ça se crée. En fait, pourquoi? Parce que comme c'est des lieux où, au départ, on se dit mais qu'est-ce que je veux faire dans ce lieu? Voilà, dans quelle merde je vais encore m'y mettre. Vous voyez? Donc il faut avoir quelqu'un à qui on a confiance. Donc c'est des lieux d'amitié, en fait. Et l'objectif, c'est de créer un réseau assez puissant qui permettrait par la suite de créer des actions, telles que KPMG, par exemple.
KPMG, c'est des jeunes des quartiers qui, par rapport à ce patron-là, qui intègrent ces écoles-là, ces entreprises-là, où ils font des slide makers. Ils deviennent des slide makers. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui nous sont envoyés par ces ex-caïds, leurs neveux, tout ça. L'objectif, c'est qu'ils reprennent l'école en alternance pour devenir eux-mêmes des consultants, tout ça, tout ça. Et à l'inverse, on a aussi un patron de Vinci, et là, on met un peu de l'auto-entrepreneuriat, de la fibre optique pour des jeunes qui dealent. Parce que c'est pas la même chose. Les jeunes qui dealent, c'est des jeunes, par exemple, chaque jour, lui, il a 50 € quand il chauffe. Donc, on met des actions pour qu'eux-mêmes, ils gagnent 50 € en faisant de la fibre optique. Voilà, c'est à peu près ça. C'est des liens d'abord d'amitié, par exemple. Si c'était Amaury ramène 3 potes à lui. Moi, je ramène 3 potes, ils sympathisent avec quelqu'un d'autre. Les deux, ils créent un groupe. Voilà, c'est à peu près ça. Très chaud. Bonjour, c'est Godefroy du Master Communication. Merci pour vos témoignages. J'avais plus une question sur peut-être vos échecs. Est-ce que dans vos 2 associations, il y a des moments où ça n'a pas marché? Un bâtiment qui s'écroule, un village pas accueillant, un jeune et un patron qui ne s'entendent pas. Et comment est-ce que ça s'est vécu dans vos associations? Tu commences. Non, vas-y. Il y a des difficultés un peu du quotidien, ça c'est sûr que c'est pas forcément un échec directement, mais dans le lot, celle à laquelle je pense facilement, c'est en tant qu'association, c'est la difficulté financière de récolter suffisamment de fonds en permanence. Et ça, c'est assez dur à porter et ça peut être vu un peu comme un échec de ne pas réussir à lever assez pour aller plus loin. Et échec, c'est marrant l'exemple que tu as pris, un village pas accueillant. Je pensais pas en parler là, mais c'est le premier cas qu'on a eu cette année, cet été sur un chantier où ça nous a un peu échappé des mains. Et certains habitants ont vu en arcade ont fait des associations d'idées sur notre projet et l'ont vu comme un projet politique, ce qui n'est absolument pas le cas, mais vraiment pas du tout. Nous, notre objectif est simple, c'est de permettre à n'importe quel jeune de 18-30 ans d'aller découvrir des métiers manuels de restauration du patrimoine et d'avoir un temps de cohésion pendant ses vacances avec des jeunes de son âge. Parce qu'une des grandes ambitions d'Arcade aussi, j'en ai pas parlé, c'est ensemble on a envie d'aller de plus en plus sur ce terrain-là, c'est la lutte contre la solitude. On parle beaucoup de la solitude chez les anciens, mais en fait aujourd'hui la solitude chez les jeunes elle est explosive. Je vous invite à lire, je l'ai là s'il y en a qui veulent, mais il y a une note hyper intéressante qui vient de sortir par la Fondation Jean Jaurès sur le capitalisme de la solitude, notamment chez les jeunes. Et avec le numérique et les écrans, à quel point ça nous rend seuls, 40% des jeunes entre 18 et 24 ans souffrent d'une solitude chronique. Donc c'est énorme. Et il faut retrouver des lieux de socialisation durables. Et on pense qu'un chantier, le fait de travailler ensemble, peut l'être. Et donc nous, on veut donner ça. Pardon, je suis parti totalement sur autre chose. Et donc là, c'était un peu vu comme un échec parce que le chantier risque de s'arrêter. Parce que du coup, c'est parti très loin avec la mère qui a peur parce qu'elle se fait réélire dans un an. Et du coup, il y a des gens qui sont posés au chantier qui seraient sur sa liste. Enfin bref, on arrive dans un peu un merdier local. Et c'est hyper violent. On a pris assez violemment parce que c'est tout l'inverse de ce qu'on veut vivre. Nous, on ne veut pas mettre les gens dans une case. On a chacun nos idées perso, politiques, mais peu importe. Si on ne retrouve pas, avec Arcade, c'est justement permettre un peu ce pont. C'est l'image simple du pont, mais ce qui est très vrai. Donc là, c'est un peu un échec. Ouais. Moi, dans ta question, j'entends 2 choses. C'est que s'il y a échec, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du résultat. Oui, et on attend quelque chose. Donc moi, la rencontre, elle est gratuite, elle est libre. Donc ce que tu sèmes, tu ne sais pas le résultat. Oui. Donc moi, c'est un peu ça. Donc il n'y a pas d'échec en tout cas. Mais après, je pourrais dire qu'il y a des situations où il y a un jeune, par exemple, chez KPMG, où comme ils ne sont pas habitués parce que c'est de la concentration, voilà, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de méthodos, voilà. Il a un peu craqué, donc il a démissionné, voilà. Donc voilà, ça, je dirais que ce n'est pas un échec, mais c'est quelque chose, on n'a pas été au bout d'une invitation, vous voyez. Mais voilà, mais tout ce que je fais, il n'y a pas de résultat derrière. Moi, j'attends rien derrière. Moi, en gros, je t'invite à toi à être une autre personne. Après, tu prends ou tu ne prends pas. Mais libre, tu vois, il y a toujours la question de la liberté. Oui, c'est ça. Bonjour, Victoire en master de communication. Ma question concernait la façon dont vous vous y prenez pour vous
pour vous étendre et pour aller toucher, chacun dans votre initiative, mais pour aller toucher de plus en plus de personnes, ou alors faire profiter de votre initiative dans cette dimension lien social, peut-être pour Amaury à des gens d'un milieu différent, et peut-être pour Rodrigue à des gens qui ne sont pas juste les amis des gens qui viennent. Comment ça peut s'étendre et comment vous communiquez autour de ça? À un moment donné, moi je parle encore de moi, le Seigneur choisit, donne des missions, moi je me considère comme un missionnaire. Vous voyez? Et il y a le réseau de Deux Cités, avec qui on fait quelque chose de spécifique. De là va découler des actions telles que KPMG, telles que Vinci, tout ça. Je ne m'arrête pas qu'à des thématiques bien précises. Ouais. Par exemple, j'étais à la santé. Donc, je fais partie aussi d'un organisme qui s'appelle Thomas More, qui travaille sur le leadership authentique. Et on a monté une branche qui s'appelle Thomas More Academia. Thomas More Academia, ça nous permet d'aller toucher, de donner du leadership, parce que Thomas More Partners, il donne du leadership authentique à des patrons du 440. Et nous, on va le proposer à des détenus. Et moi, j'aide à l'adapter aux détenus. On va le proposer à des employés, tels que Sodexo, du BTP. Ouais. Par exemple, il y a aussi le Café Joyeux. On est en train de travailler un projet sur... vous voyez, dans les cités, il y a des endroits où ça deal. Avec Yann, le fondateur, on va créer un Café Joyeux dans des coins où ça deal. Remettre un peu de l'handicap, de la fragilité pour qu'ils se rendent compte. Ou là où il y a de la violence, mais un peu de la fragilité. Vous voyez? Et c'est tout ça qui va faire que on va relever ces genoux affaiblis et chacun va trouver là où il peut être le mieux à mettre sa vocation. Vous voyez? C'est tous ces petits ruisseaux que je... Voilà. Et nous, on essaie d'aller là où sont les jeunes aujourd'hui. Ce qui marche le mieux pour l'instant, ça reste, c'est pas forcément là où sont les jeunes, c'est le bouche-oreille. C'est là d'où viennent la plupart de nos volontaires, ce qui signe que les chantiers se passent bien pour nos volontaires. Et de plus en plus, les réseaux sociaux, Insta, Facebook, vous êtes de moins en moins en génération Facebook, donc on va bientôt quitter, je pense. Mais Insta, on hésite à se mettre sur TikTok. Voilà, c'est la grande question, le grand dilemme moral. Et on a un nouveau concept, on a lancé des antennes locales. Donc c'est très bien ta question de parler de rebondir et de parler de l'antenne d'Angers. Donc on est à Paris depuis le début, on a un staff parisien, mais on a envie qu'il n'y ait pas que des jeunes de région parisienne qui viennent, mais c'est très bien d'emmener les Parisiens à la campagne. On a envie d'avoir des jeunes de toute la France, et donc on a lancé une antenne à Angers il y a 1 an, qui fait des événements de temps en temps à Angers, n'hésitez pas à y aller, et qui gère les chantiers de la région. Donc il y a 3-4 chantiers à moins de 3 heures de route d'Angers, et on lance une antenne à Lyon, donc si vous avez des amis campus dire comme de Lyon, n'hésitez pas à leur en parler, qui ouvrira en octobre. Et donc ces antennes-là sont le moyen vraiment d'aller toucher les jeunes. Et enfin, un autre moyen, c'est les interventions. On essaie d'aller de plus en plus intervenir dans les écoles supérieures. Donc un commerce à l'IRCOM, ça permet de faire de la pub. Et donc nos chantiers arrêtent là jusqu'à octobre. Donc il y en a encore quelques-uns si vous voulez, mais les études avant tout. Et les chantiers recommencent en mars prochain. De mars à septembre, il y a généralement une vingtaine de lieux qui proposent plus d'une 50aine de sessions de chantier. Vous pouvez venir seul ou avec des amis. Et c'est des groupes de 5 à 20. Voilà. Merci. Oui, les études premières services. Oui, important. Bon. Une autre question? Bonjour, je m'appelle Elsa, également étudiante en communication. Je me demandais, après tant d'années passées dans vos associations respectives, si vous considérez devoir ou pouvoir encore apporter quelque chose en tant qu'homme, avec un grand H, ou est-ce que vous considérez qu'il va falloir un jour passer la main? Voilà. C'est une super question que je me pose très souvent. Donc on a lancé ça on a posé les statuts en fin 2019, là on est en 2025, on va fêter nos 6 ans en décembre prochain. J'étais président de l'association depuis le début jusqu'au mois de mars. Je suis passé directeur général, donc à plein temps, je travaillais avant. Enfin j'avais mes études puis un travail avant. Et je suis passé, donc là c'est mon travail, donc je suis allé encore plus loin en fait dans le fait de gérer l'association. Alors que les dernières années, ça pouvait être plutôt me dire ok, quand est-ce que je pars. Je sentais que chaque année c'était un peu un pari de repartir. C'est un peu lourd de porter une asso. Bon, on a de la chance, c'est facile de dire ça, mais on a de la chance, l'association grandit, donc ça devient de plus en plus lourd. Et en même temps,
c'est le privilège d'un asso qui grandit, qui s'installe et qui fonctionne. Mais je me suis posé vraiment la question en septembre dernier de passer ou non directeur général dans les mois qui allaient suivre. Et j'avais l'impression que si je passais pas directeur général, si on recrutait quelqu'un d'autre, je partirais trop tôt de l'opérationnel. J'avais peur de ne pas avoir assez donné. C'était peut-être une question d'orgueil parce que de fierté vis-à-vis de moi-même de ne pas avoir assez donné pour l'association, de ne pas sentir l'association assez mûre aussi pour la lâcher. C'est un peu une ligne de crête à trouver entre, c'est pas se jeter des fleurs, c'est juste se dire que si tu pars trop tôt et que en partant, en fait, l'asso régresse, non pas parce que toi tu étais le meilleur, mais c'est parce que tu tenais beaucoup en étant un des fondateurs, et ben c'est mauvais pour le projet. Et en même temps, j'ai aucune envie, j'ai entendu tellement, on entend souvent parler d'associations ou de projets où les fondateurs s'accrochent, ça se passe mal, etc., que j'ai pas eu envie d'être ce genre de fondateur. Donc je fais tout pour pas l'être, on verra si je suis ou non. Mais il y a cet objectif dans les 2-3 ans à venir, j'espère réussir à me dire, bon, voilà, je trouve le bon moment pour partir. Je pense que je quitterai jamais totalement l'association, je pense revenir dans le conseil d'administration, parce qu'il y a aussi cette envie de se dire que si vous montez un projet ou si vous faites partie de lancement d'un projet, quand tu as une intuition sur un projet, c'est bien de ne pas, je pense, la quitter trop tôt et de rester pas loin un peu en backup pour qu'elle reste dans l'orientation où toi tu penses que c'est la bonne orientation. Sinon on voit trop d'associations qui changent complètement de direction avec la volonté du fondateur et je trouve ça un peu dommage. Mais c'est important de quitter l'opérationnel. Et enfin, nos chantiers c'est 18-30 ans. Donc voilà, on essaie de mettre en place une politique interne à 30 ans. Ciao. Moi, vous voyez bien que nous, notre association, elle est moins organisée que celle d'Amaury. Le réseau de deux cités, il fallait simplement mettre un cadre. Vous voyez, il n'y a pas d'enjeu. Donc voilà. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas cette association qui me nourrit. Je suis salarié plutôt de KPMG. Vous voyez. Parce qu'il y a ce pôle, il y a aussi le leadership authentique pour les chefs là, de KPMG qu'on met en place. Et moi, je m'inscris aussi sur des projets d'autres personnes. Ouais. Par exemple, je viens, j'apporte. Mais de là, le plus important, en tout cas, moi, cette vision-là, c'est de se dire, moi, je suis pas quelqu'un qui va consolider un projet. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va, avec mon intuition, être fidèle à cette intuition, je dynamite. Oui. Et après, l'autre consolide s'il veut. Mais moi, voilà. Donc, du coup, j'ai quitté le Rocher. J'étais un ancien jeune du Rocher. Voilà. J'ai quitté aussi en tant qu'antenne. Je quitte facilement. Vous restez quand même un petit peu. Est-ce qu'on a formé une question? Oui. Bonjour, Étienne. Je suis étudiant en histoire, en géopolitique et en humanité. Vous nous avez parlé de ce que vos associations elles apportaient aux autres. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elles vous apportent à vous et est-ce qu'elles ont changé votre conception de la société ou des rapports sociaux? Toi de commencer. Tu veux? Moi, cette association m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a apporté quelqu'un qui croit. C'est quelqu'un qui prend de la hauteur. Parce que cette société-là, moi, ça m'a apporté cela. Et la question de l'humilité aussi. La prise d'auteur passe par l'humilité de soi. Vous voyez ? Et que ce que moi je fais n'est pas tourné vers moi-même. Vous comprenez ? C'est pas pour moi. Et du coup, ça nécessite une certaine forme de détachement. Vous voyez ? Moi, par exemple, avant, j'étais beaucoup emprisonné de l'argent. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Mais aujourd'hui, je suis complètement détaché de l'argent. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais je suis complètement détaché. Vous voyez ? Et c'est cette liberté-là qui me permet d'être pleinement moi-même. L'argent, c'est un bon serviteur. Mais si ça devient ton Dieu et ça devient ton maître, c'est plus complexe. Vous voyez ? Donc ce détachement-là permet d'avoir une certaine forme de gratuité et d'avoir une certaine forme d'élévation. Et c'est aussi dans les croyances de chacun. Moi, c'est par mon histoire que je crois. Et cette croyance-là ouvre l'intelligence. Et du coup, me rend plus intuitif. Et c'est cette intuition-là que j'essaie de mettre en ordre. Et ça dépasse toute intelligence. Méthodique, tout ça. Et c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure de prendre ce temps-là pour
vous ouvrir à sentir cette humanité et à proposer et à être intuitif. Vous aurez déjà les compétences nécessaires pour mettre en œuvre votre intuition. Mais cette intuition-là, elle sera unique et elle sera pleinement vous. Et c'est de là qu'on voit des grands hommes. Voilà. Je pense qu'Arcade m'a énormément apporté parce que j'ai de la chance, ça c'est lié à ma vie assez jeune, enfin 21-22 ans, on est quand même encore jeune. Et donc j'ai vraiment grandi avec et c'est devenu une part très importante de ma vie. Tout se mélange un peu. C'était pas mon boulot dès le début, c'était plus qu'un engagement bénévole parce que j'en étais dans le lancement. Maintenant c'est devenu mon travail, mais il n'y a pas d'horaire fixe, donc c'est devenu une part très importante de moi-même et qui du coup m'a appris sur tout un tas de sujets. J'ai vraiment de chance d'avoir du coup découvert à travers ça aussi le rôle de chef. Je pense que c'est par là que j'ai énormément appris d'emmener une équipe, de gérer une équipe, gérer un budget, gérer un projet, gérer une stratégie. Ça c'est un apprentissage incroyable et c'est un vrai cadeau aussi un peu de liberté, ou un sentiment de liberté en tout cas. De mener un projet en fait où tu pars de ta feuille blanche et c'est un peu un cadeau de la vie je dirais et ça m'apporte cette joie de balader en permanence sur les routes de France, de découvrir en fait il y a je sais plus combien de départements mais il y a plein de petits pays dans chaque département et de découvrir des petits pays au sein de notre grand pays c'est assez fascinant. Ça apporte beaucoup là-dessus et sur le regard sur la société vraiment cette conviction qu'il y a un tas de problèmes dans la société qui manquent du fait que les gens ne sont pas mis à un endroit ensemble avec quelque chose de concret. Ça peut être, c'est du coup un manque de communication, mais c'est surtout un manque d'action commune et un manque de volonté de retrouver des terrains neutres, loin de toute idéologie et juste de vie simple. Les gens ont cette envie de vivre simplement et que c'est important de retrouver ces lieux-là, mais dans des lieux qui élèvent et qui fassent grandir. De dormir quelques jours, travailler quelques jours auprès d'un château 18e, d'une abbaye 15e. En fait, les pierres transpirent quelque chose et il se passe, ça fait du bien au moral. Et voilà, donc dès que vous avez un petit moment de down, de dépression, Arcade. Merci. Avons-nous le temps encore d'une dernière question ou deux peut-être? Je sais pas, deux questions. Ok. Ça ne s'arrête plus. Les dés sont jetés. Bonjour, je m'appelle NVK, étudiant en L3, Humanité et Sciences Politiques. Je voudrais savoir comment est-ce que vous arrivez à gérer la pression. Parce qu'au fond, que ce soit une obligation ou une vocation, je me dis que quelque part il y a une certaine pression, peut-être douce ou sévère, et donc comment vous arrivez à la gérer. Merci. T'as une réponse en fait? Non, vas-y. Ouais, T'as je réfléchis encore. Non, vas-y. Alors, pour ma part, il y a la question de l'abandon. Ça, c'est dur parce que on veut souvent maîtriser les choses. Mais à un moment donné, il y a des choses, par exemple, faire grandir l'autre, il y a une part de sa liberté. Donc, il faut s'abandonner. Oui, moi, c'est comme ça. Et c'est aussi ma vie. J'ai une vie un peu spirituelle. Donc, je prie beaucoup. Donc, c'est par cela que j'arrive à gérer cette pression. Parce que souvent, on veut des résultats, on veut pas mal de choses. Et moi, j'essaye, par ce que je suis, de me dire que j'ai fait le... Il y a une phrase qui dit « L'essentiel est fait, pour le miracle, il faut attendre un certain délai. » Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Donc moi, je ne me mets pas de pression. La pression, je l'avais avant, quand j'étais trafiquant. Je ne vais pas me la remettre maintenant. Donc, je suis quelqu'un qui est, je suis sérieux dans ce que je fais, mais j'essaie de ne pas me mettre la pression. Parce que, voilà. Mais je suis mes intuitions. Et je sais que j'ai confiance en celui qui m'a mis dans ce chemin. Parce qu'il me trouve toujours des solutions. Donc, dans ma vie, il m'a toujours aidé. Il m'a toujours donné des solutions. Voilà. C'est un peu ça. Mais ça passe beaucoup par l'abandon et le détachement. Oui. C'est pas ton projet. Tu es au service de quelque chose de plus grand. C'est quand tu veux t'approprier quelque chose, c'est là qu'il y a la pression. Mais chacun d'entre nous, on est au service de quelque chose de plus grand. Et il faut que chacun soit à sa place. Il faut être à ta place. Si tu veux faire quelque chose qui te dépasse,
même dans une boîte où vous allez travailler, c'est quelque chose qui vous dépasse. Vous allez y passer, mais peut-être la boîte va y rester. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on ne vit pas la pression. Parce que il faut se dire que vous êtes au service de quelque chose qui est plus grand que vous. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Rodrigue. Et moi, j'ai pas de recette magique. Je pense que je suis encore à un âge où j'apprends beaucoup à gérer la pression. Et il y a plein de moments où je me rends compte que, notamment avec la crise qu'on a eu cet été, que j'avais pas mal à apprendre là-dessus, de bien gérer, bien réagir, mais peut-être tout remettre à sa juste place et remettre tout dans le temps long en fait. Ce qui m'est arrivé avec le patrimoine, c'est que c'est vraiment le temps long parfait. Et à Arcade, on aime bien la politique un peu du petit pas, y aller doucement, faire bien les choses. On a vraiment une très grande ambition pour Arcade. J'ai une grande ambition pour l'assaut, mais de se dire on va y aller pas à pas. Et donc c'est un peu voilà, de ne pas se rajouter de pression tout seul et d'être dans une forme de détachement, remettre tout à sa juste place. Et j'avais une autre idée que je n'ai plus. Voilà. Donc les éléments de Rodrigue étaient plus intéressants. Oh, il est extraordinaire. Dernière question. Je crois qu'il y a Je me demandais juste si vous avez déjà refusé qu'un caïd rentre en contact avec un patron, comme vous avez refusé qu'un patron rentre en contact. Oui, pareil. Il passe un entretien aussi. J'ai un ami à moi, on est devenus amis, un mec, tu vois, la rencontre chic et choc toujours. Lui, il a fait HEC. Donc c'est un grand patron de Michelin et compagnie. Et on fait les entretiens à deux. Voilà, donc, ouais, il m'est arrivé un monsieur qui n'était pas venu sur le... Lui, il voulait se servir des patrons pour pouvoir construire son business. Et du coup, là, on lui a dit non, pareil. En gros, c'est vraiment... ces entretiens-là, on le fait souvent à deux, pour avoir l'intuition juste, ouais, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Les gens, ils vont se livrer, ils vont se dépouiller. Voilà. Donc il ne faut pas mettre, il faut être vraiment vigilant et qui on met en place. Parce qu'après on s'invite les uns les autres. Voilà. Merci Atelier, on va clore avec la grande frustration que je crée à gauche. Je sais qu'il y a une question, malheureusement on n'a pas le temps de la poser, vous la poserez tout à l'heure après la conférence. Moi ce que j'aimerais peut-être, pas vraiment pour conclure parce qu'il n'y a pas vraiment de synthèse à faire, juste vous partager un peu ce que m'inspirent les échanges de ce matin. Il y a la fameuse formule de Jean Bodin qui me vient à l'esprit, « n'est de richesse que d'homme ». J'aimerais un peu la décliner, comme ça on va peut-être entendre résonner quelques verbatims qui me semblent être la symbolique de ce qui s'est dit ce matin. Donc il n'est de richesse que d'homme, je crois. Il n'est de richesse que d'amitié, je crois qu'on en a parlé. Il n'est de richesse que l'écoute, on l'a un petit peu évoqué. Il n'est de richesse que l'initiative, il n'est de richesse que la liberté, et il n'est de richesse que l'espérance. Je vous remercie. Merci à vous.